Le cinéma britannique, des suspens made by Hitchcock et des comédies sociales sur les exclus. Oui, mais ce n'est pas tout. Savez-vous à qui la reine Elisabeth doit d'avoir commencé sur le tard une carrière d'actrice? Cinekino met en lumière des joyaux et des curiosités du cinéma européen. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne. Moteur. Une personnalité. As the countdown begins to the 21st century, it's good to know there is still one number you can always count on. He's the one and only. He's bigger than life. Who are you? I'm British Secret Service. James Bond. De nombreux visages, une personnalité de cinéma avec des racines littéraires. Ian Fleming, ex-agent secret britannique, publie son premier roman en 1952. I can say it's 90% from personal experience, really. I wouldn't say the espionage detail is, because although I worked in naval intelligence during the war and got mixed up in a lot of shenanigans, of course, if I started sticking too close to the espionage, true espionage work of today, I should be in trouble with the Official Secrets Act in England. Pour le premier film de la série, James Bond 007 contre Dr. No, les producteurs américains Albert Broccoli et Harry Saltzman engagent un inconnu pour le rôle principal, Sean Connery. Ian Fleming se montre sceptique. Un bodybuilder écossais serait donc censé jouer son alter ego? Les réalisateurs utilisent les stéréotypes internationaux au sujet des Britanniques pour amuser leur public et rendre James Bond clairement identifiable. Sa façon de s'habiller, ce qu'il boit. Autrefois, il ne conduisait que des voitures anglaises. Il joue avec cette image de marque des Britanniques, calmes, réservés, bien habillés, réprimant leurs sentiments comme le fait Bond. The hotter the danger, the cooler he takes it. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Le Bond de Sean Connery, qui ne recule pas devant l'autodérision, finit par convaincre Fleming, ainsi que le public international. Il est une sorte de héros impérial. Il rend à l'Angleterre sa grandeur, et cela à un moment où cet empire que Fleming vénérait tellement était justement en train de s'effondrer, et ce, très vite. What's a nice girl like you doing in a place like this? Au début, l'attitude macho fait partie du jeu. Mais peu à peu, l'agent 007 va gagner en sensibilité. Et les James Bond Girls montrent qu'elles n'ont rien à lui envier. Was it something I said? How about the words, I'll be right back? Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Il est le cadeau de la Grande-Bretagne au monde, car il ne se contente pas de sauver son pays. Il a souvent sauvé les États-Unis. Il a plusieurs fois sauvé le monde entier de la destruction. C'est pourquoi nous devons tous être reconnaissants à l'Angleterre de s'occuper de notre sécurité avec James Bond. Bond. James Bond. Hold on, sir. Bond. Bond, are you there? Une scène comique. Do you speak Italian? I am Italian. Sono italiano in spirito. Ma ho sposato una donna che preferisce lavorare nel giardino a far l'amore appassionato, un spaglio grande. But it's such an ugly language. How about Russian? Les comédies américaines misent sur le rythme, l'humour anglais et pince sans rire. Un poisson nommé Vanda joue sur les deux tableaux et c'est la comédie des années 80. La mise en scène est signée Charles Crichton, un vétéran des Ealing Comedies, qui proposait des portraits farfelus des Britanniques, avec en toile de fond les difficultés économiques de l'après-guerre. Crichton a écrit le scénario avec John Cleese, qui lui apporte l'esprit anarchiste des Monty Python. C'est aussi une comédie sur les différences culturelles, sur le pragmatisme décomplexé et la pruderie absurde. Jest силу благодатня созвущий слав живых, и душит непонятная святая прелистовая, и души, как бремя скатится, сомнения далеко, и верится, и плачется, и так
les cons, les... Un réalisateur, Stephen Frears. In this damned country, which we hate and love, you can get anything you want. It's all spread out and available. That's why I believe in England. Only you have to know how to squeeze the tits of the system. En 1985, My Beautiful Laundrette incarne l'essor du nouveau cinéma britannique. Son réalisateur, Stephen Frears. My Beautiful Laundrette est un film sur des immigrants. Les personnages sont des enfants de l'Empire qui arrivent en Angleterre. Mon ami Hanif Kureishi est à ma connaissance le premier écrivain né en Angleterre, mais issu d'une histoire d'immigration. Sa mère est anglaise, blanche, et son père est pakistanais. Il a écrit sur son apparence, sur le fait d'être un métis et d'aller à l'école en Angleterre, dans une société où le racisme se développe de plus en plus. Tendre, bizarre, provoquant, avec ce film, Daniel Day-Lewis devient une star. My Beautiful Laundrette parle du racisme, de l'homophobie et du néo-capitalisme. Frears tourne aux États-Unis sans se considérer comme un réalisateur d'Hollywood. En 1989, il remporte 3 Oscars avec Les Liaisons dangereuses. The High-Low Country lui vaut l'Ours d'argent au Festival de Berlin en 1999. Et il continue à s'intéresser aux joutes politiques dans son pays natal. En 1997, Tony Blair remporte les élections et devient Premier ministre. Cette nouvelle époque, avec ses contradictions, appelle également des commentaires cinématographiques. J'ai reçu un scénario qui racontait comment Tony Blair était devenu chef du Parti travailliste. Je l'ai trouvé excellent. J'ai tourné le film et il a eu beaucoup de succès. Après cela, on m'a demandé si j'avais envie de faire un autre film sur Tony Blair et sur les événements survenus dans la semaine de la mort de Lady Diana. Un film dans lequel la reine serait le personnage principal et serait incarné par Helen Mirren. J'ai rencontré Helen et j'ai trouvé qu'elle serait parfaite dans ce rôle. Your Majesty, my party has won the election, and so I come now to ask your permission to form a government. No, Mr. Blair. Mr. Blair, I asked the question. The duty falls upon me as your sovereign to invite you to become Prime Minister and to form a government in my name. If you agree, the custom is to say yes. Yes. Quand nous avons tourné The Queen, le sujet n'intéressait pas grand monde, ce qui en soi est déjà intéressant. Aujourd'hui, on produit sans cesse des films sur la famille royale. C'est ma faute. Un lieu, le Royal Albert Hall. We wanted to take you behind the scenes for a moment to show you how we make our films. The friendly cooperation of many, many people is needed to bring you these stories. Prop men, makeup men, electricians, cameramen. All part of a team. I'm very proud of them, and they in turn... You know, I sometimes consider getting out of this business. Le maître du suspense est-il bien sérieux lorsqu'il nous menace d'arrêter le métier? En 1956, Alfred Hitchcock tourne L'homme qui en savait trop, un film en couleur. 22 ans auparavant, il avait déjà filmé le même sujet, mais en noir et blanc, et avec Peter Lorre dans le rôle du chef des conjurés. L'intrigue des 2 versions de L'homme qui en savait trop se déroule au Royal Albert Hall. Cette salle peut accueillir jusqu'à 9500 spectateurs. On y propose des concerts, des événements sportifs et aussi des projections de films. Hitchcock est lui-même un familier des lieux. À l'âge de 5 ans, il y venait régulièrement avec ses parents pour assister aux concerts du dimanche et plus tard à des matchs de boxe. Dans L'homme qui en savait trop, une certaine loge joue un rôle essentiel, celle dans laquelle la reine en personne assiste au spectacle. Chez Hitchcock, c'est là qu'est assise la victime de l'attentat.
Interrogé sur les différences entre les deux versions, Hitchcock disait que la première avait été tournée par un amateur doué, la deuxième par un professionnel. Par deux fois, nous voyons une mère angoissée à la suite du rapt de son enfant et soudain confrontée à la possibilité d'empêcher un attentat. Edna Best, en 1934, Doris Day, en 1956, sont placées devant un choix cornélien. Se taire ou intervenir. Elles sont littéralement déchirées. Hitchcock montre du respect pour le lieu, rend hommage à son décor solennel. L'attentat et le concert progressent en parallèle vers leur point culminant. Le coup de cymbale et le coup de feu doivent tomber en même temps pour que s'accomplisse la composition et le drame. Jusqu'à ce que la musique et le complot soient séparés l'un de l'autre par une perturbation salvatrice. Une scène érotique. Un couple se déshabille, s'habille, s'aime, se prépare pour une réception. Une suite d'actions entrelacées, un contrepoint qui monte en intensité. Cette scène de « Ne vous retournez pas » n'était pas prévue dans le scénario originel. Le metteur en scène, Nicholas Rugg, en a fait le pendant de la scène précédente où le couple se querelle. Par son montage, il montre l'étreinte amoureuse comme un moment passionné de réconciliation. Il crée ainsi l'une des scènes de sexe les plus commentées de l'histoire du cinéma. Une actrice. Tilda Swinton est à la fois la muse du cinéma indépendant britannique et une grande star. You see, I'm an extraterrestrial. Elle fait ses débuts à 26 ans dans Caravaggio, mise en scène par l'activiste et réalisateur indépendant Derek Jarman. C'est le prélude à une collaboration étroite et fructueuse. I worked with him for 9 years. We made 7 films, and we kind of dreamed them up around the kitchen table. And that was my beginning, and that's my end. I mean, that's sort of what I feel like I'm really interested in doing. Tilda Swinton partage avec Jarman une prédilection pour un cinéma excentrique et artificiel. The experiments that we made with Super 8 were very much experiments about, you know, having the material in your own hands, and we worked very collectively. I mean, a film like The Last of England was shot by about 5 filmmakers. We all had Super 8 cameras. That's what you can do with a little camera. Elle va prêter son aura mystérieuse à bon nombre d'autres films indépendants. It's an art world that I came from, really. It's not industrial at all. And the Oscar goes to Tilda Swinton. L'actrice décroche un Oscar en 2007 pour un rôle secondaire, celui de la juriste sans scrupules d'une grande entreprise dans le thriller hollywoodien Michael Clayton, aux côtés de George Clooney. Oh no. Happy birthday, man. I have an American agent who is the spitting image of this. Really, truly, the same shape head and, it has to be said, the buttocks. And I'm giving this to him because there's no way I would be in America at all, ever on a plane, if it wasn't for him.
Le parcours de Tilda Swinton la porte aussi bien vers des blockbusters que des thrillers, des films de science-fiction ou fantastique. Elle enrichit le cinéma de genre avec un plaisir extraterrestre. Une date. And for most of the country, it all starts on the 2nd of November. All right? Le mardi 2 novembre 1982, Channel 4 commence à émettre. Ce jour-là, ce n'est pas seulement le paysage télévisuel britannique qui change. À l'heure du prime time, la 4e chaîne diffuse un film de Stephen Frears, Walter. Un récit réaliste et dérangeant autour du destin de Walter, handicapé mental, interprété de façon magistrale par Ian McKellen. Voilà une soirée télévisée bien inhabituelle. Oh, hello. Le ton est donné. Channel 4 se veut différent. Walter est le signe avant-coureur d'un mouvement qui va profondément modifier la production cinématographique anglaise au cours des années suivantes. They didn't have any films. It was fantastic, so they had to give work to new people. And there was a fantastic generation of people working there. Derek Jarman, for instance, was around. Ken Loach, of course, was around. Neil Jordan was around. Some of the films were highly engaged, you know, in a socially political kind of way. Some of them were highly abstract, like Peter Greenaway's, you know, and some of them were kind of a bit more, you know, visually obsessed, like mine. We made it as different and distinctive as we possibly could be. There was no point in being 2 points pinker or grayer or more purple than that. Why not be 20 points more, you know, and really wake people up? Margaret Thatcher est Premier ministre depuis 3 ans. Elle est à la fois admirée et détestée dans cette Grande-Bretagne en plein bouleversement. Par sa liberté de ton, Channel 4 se montre à la hauteur des enjeux de son temps et donne une impulsion décisive au nouveau cinéma britannique qui va apporter une grande diversité de formes et de genres. Mike Newell réalise un film à succès avec le duo Hugh Grant, Andy McDowell. Peter Greenaway dérange avec son humour grotesque. Mike Leigh tourne une étude torturée autour de la solitude et Danny Boyle surprend avec une tragicomédie qui deviendra un film culte. Tout cela grâce à Channel 4. But why would I want to do a thing like that? Un film, Fish Tank. Mia est jeune, pleine d'énergie, et elle a la rage au ventre. Interprétée par Katie Jarvis, cette adolescente est au centre de Fish Tank, un film d'Andrea Arnold. Après une carrière d'actrice et de présentatrice, la réalisatrice a fait ses débuts dans la mise en scène avec un court-métrage, La Guêpe, qui lui a valu un Oscar. Jump on my back. Come on. Tourné dans la continuité avec des interprètes qui découvraient l'histoire au fur et à mesure du tournage, Fish Tank mise sur l'intensité de chaque scène. La tension érotique, la perte de confiance, les sévices. Mia veut se mettre à l'épreuve et va se heurter aux limites de l'exercice. Et cela en la personne de Connor, à qui Michael Fassbender prête son charme et son ambiguïté. Fish tank is, you know, there's a lot of life in a fish tank and it's a small space and I felt that kind of was a good metaphor for the film. So there is a fish tank in the film, but it has a hamster in it. But I think once you start watching it, you can see fish tanks everywhere. And even 4x3 is a bit of a fish tank. Le film est tourné en 4/3, le format d'image du cinéma classique. Andrea Arnold et son caméraman Robbie Ryan en font le cadre qui enserre Mia. Il reste proche d'elle, ne la lâche pas d'une semelle. Elle n'a pratiquement pas d'espace pour elle, pas de perspective. Shut up! Oi, watch your mouth. It's been good to you today. I don't care. I haven't got to like him, have I? I told you she'd spoil things. She doesn't mean it. I do. I don't like you. You act like you know us after 2 fucking days. You don't fucking know us. Got no shoes. La débutante Katie Jarvis se débat comme prisonnière des cadrages et de l'ambivalence de ses sentiments. Les espoirs de Mia se brisent, mais elle finit par comprendre qu'elle doit suivre son propre chemin.
Un chiffre. 15. Un logo en forme de déclaration d'intention. Des films qui veulent toucher au cœur de la cible. Avec une belle assurance, ce générique témoigne d'une collaboration singulière dans l'histoire du cinéma, particulièrement fructueuse aussi. The Archers, ce sont Michael Powell et Emeric Pressburger. À 15 reprises, entre 1942 et 1957, ce générique de début dira au public « Voici un film à part, un film des Archers ». Most refugees left Germany early in 1933 when Hitler came to power. I had nothing to fear from Hitler. At least I thought so. It took me 8 months to find out I was wrong. Rather a long time. Don't you think so? Please, I mean no offense, but you in England took 5 years. Right. Kevin MacDonald, metteur en scène couvert de prix, entre autres pour Le Dernier roi d'Écosse, est le petit-fils d'Emeric Pressburger. Ils travaillaient sur un registre qui différait totalement de celui du cinéma anglais mainstream. Ils tournaient des films aux couleurs flamboyantes, qu'ils aient été tournés en couleur ou pas d'ailleurs. Des films qui n'avaient rien de réaliste. Les Chaussons rouges, tourné juste après la Seconde Guerre mondiale, est considéré comme un chef-d'œuvre. Très inhabituel, sa célèbre séquence dansée longue de 20 minutes est mise en scène comme un film dans le film. La danseuse doit convaincre par sa prestation scénique, mais aussi choisir entre l'amour et la carrière dont elle a toujours rêvé. Elle ne voit qu'une issue, le suicide. Martin Scorsese s'est battu pour la restauration des films des Archers et a permis au duo Powell-Pressburger, longtemps oublié, de rencontrer une reconnaissance tardive. Leur manifeste peut se lire aujourd'hui comme un traité écrit par 2 précurseurs d'un cinéma d'auteur qui n'existait pas encore. L'idée centrale de leur manifeste, c'est l'indépendance. En tant que réalisateurs, nous allons être responsables vis-à-vis de nos financeurs. Nous allons leur dire combien le film va coûter, combien de jours ça va prendre, et nous livrerons le film dans ce délai et pour ce prix. Mais en contrepartie, vous, les financeurs, vous devez me laisser le contrôle absolu et garantir mon indépendance. Un événement. Cette année, la Palme d'Or revient à Daniel Blake. Cannes 2016. Ken Loach, l'un des plus éminents représentants du cinéma britannique contemporain, remporte pour la 2e fois la Palme d'Or, cette fois avec un drame social. Right, again, do you know what? I've listened to you. You've created a scene. I think I've created this. No, mate, I've created it. If I was going to create a scene, you'd know about it. You need to trust leave me. the building. I'm sorry, look. Okay, you need to. This is ridiculous. Jesus Christ! What am I supposed to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. Ken Loach est considéré comme un maître de l'étude sociale. Épaulé par le scénariste Paul Laverty, la productrice Rebecca O'Brien et le caméraman Robbie Ryan. Il travaille en petite équipe, tourne en décor naturel et dresse ainsi un tableau précis de la situation sociale actuelle dans son pays. Dans Moi, Daniel Blake, il raconte l'histoire de l'amitié entre un menuisier cardiaque et une mère célibataire qui se battent ensemble contre la misère sociale. If you go around the country, you'll find the food banks in every city. You'll find people getting sanctioned all the time. I think it was the year before last, 1 million sanctions. And that means people's lives are thrown in chaos. And do you make these films to try and change Britain? No, you make the film to tell a story, to try and say, look, this is happening, this is how we're living, this is, what do you think? If you see the film and you accept that's happening, then what are we going to do about it? Depuis 2002, Rebecca O'Brien produit les films du cinéaste avec la société 16 Films.
La force du film, c'est de dire aux gens, tu n'es pas le seul à souffrir de ce système. Il y a d'autres personnes comme toi. En voici un exemple. Voilà ce qui fait, à mon sens, la réussite du film. Il parle pour les sans-voix et ils comprennent alors que ce n'est pas humiliant de raconter la manière dont l'État les traite. Daniel Blake se rebiffe contre le temps d'attente sur le serveur vocal de l'Agence pour l'emploi et contre la société qu'il a mis sur une voie de garage. I can't believe it. I cannot believe it, man. What have you done? This is my new hobby. Shall I put on my CV? Did you stop even for a second to think about the consequences of what you've done here? All I know, mate, is if I didn't get my appeal date, I'll be here every day doing this. Unbelievable. Every day? Every day. There is a danger now of despair. And when there is so much despair, the people from the far right take advantage. And some of us who are old have remembered what that was like. So we must give a message of hope. We must say another world is possible and necessary.